Grande-Bretagne, années 90. Une terrible menace plane sur le royaume. Elle ne vient pas d'ailleurs, mais est déjà à l'œuvre dans un monde parallèle au nôtre, celui des sorciers. Un puissant mage noir, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, de peur d'en subir les conséquences, veut régner sur le monde et le soumettre à sa terreur. Au même moment, un jeune orphelin rejoint l'école des sorciers, sans savoir que sa destinée est de combattre le Seigneur des Ténèbres jusqu'à la mort. C'est au pensionnat de Poudlard, en Écosse, qu'Harry Potter découvre peu à peu le rôle qu'il devra jouer dans cette lutte. Aidé de ses amis Ron et Hermione, le jeune sorcier va affronter l'armée du mal, composée de mange-morts et de détraqueurs de la terrible île-prison d'Azkaban. Albus Dumbledore, le grand sorcier de Poudlard qui mène la résistance, sera son maître dans les sortilèges les plus puissants. La victoire de Voldemort ne sera jamais complète tant qu'Harry Potter vivra. La véritable histoire d'Harry Potter commence à Édimbourg. La capitale de l'Écosse, fantasque et mystérieuse, désignée comme ville UNESCO de littérature, a déjà inspiré nombre d'auteurs. Au début de l'année 1994, J.K. Rowling, alors inconnue du grand public, se rend régulièrement dans un salon de thé de la vieille ville. C'est ici qu'elle rédige le premier tome d'une saga fantastique qui va devenir un véritable phénomène planétaire de la littérature jeunesse et du cinéma. Elle passe des heures à noircir des pages nées dans son imagination, identifiant ses personnages, se représentant les sorciers, les décors et les créatures fantastiques qui vont composer le monde d'Harry Potter. Pour les fans venus du monde entier, ce café est le point de départ d'un pèlerinage autour de cette série fantastique. Les murs des toilettes sont couverts de leurs messages manuscrits, laissés ici pour exprimer leur reconnaissance à l'auteur. Depuis la fenêtre du café, l'écrivain pouvait observer à loisir le château de Castle Rock qui veille sur Old Town, la vieille cité médiévale. Le vieux centre d'Édimbourg est un dédale de venelles et de cours obscures. Son architecture dramatique reflète l'image de son passé trouble. La vieille cité est le décor idéal pour un roman fantastique. Il repérait des prostituées, des sans-abri, des voyageurs, des gens dont personne ne remarquerait la disparition. Il les enivrait, puis leur offrait gentiment de les héberger pour la nuit. Là, Burke s'asseyait sur le ventre de la victime et Hare lui fourrait les doigts dans la gorge pour la faire régurgiter, jusqu'à ce qu'elle meure en s'étouffant avec son vomi. Édimbourg regorge d'histoires sordides, d'anecdotes sanglantes et de légendes mystérieuses, toutes plus vraies les unes que les autres. L'auteur d'Harry Potter aimait flâner ici, dans le vieux cimetière de Greyfriars, le cimetière le plus célèbre de toute l'Écosse. C'est dans ce lieu à l'atmosphère si particulière que J.K. Rowling aurait trouvé le nom dont l'anagramme compose la phrase « Je suis Voldemort ». Tout à l'heure, je vous ai parlé des covenantaires, ces réformateurs religieux du XVIIe siècle qui ont été persécutés. Certains des covenantaires les plus zélés ont été défaits au combat en 1679. 12 000 d'entre eux ont été transférés comme prisonniers à Édimbourg. Trop nombreux pour être détenus dans l'enceinte du château, ils ont été placés dans une prison temporaire, dans un champ au sud de Greyfriars. C'était en fait un camp de concentration. Et ils étaient des centaines à mourir, condamnés à la peine capitale par George Mackenzie,
surnommé Bloody Mackenzie. À la tombée de la nuit, un mystérieux ballet de silhouettes prend place dans ce cimetière et des conteurs costumés dévoilent les sinistres histoires qui résonnent encore dans la capitale écossaise. Voici la célèbre épée des guerriers Highlanders, la redoutable Claymore tenue à deux mains, qui a fait tant de ravages sur les champs de bataille. Dans un petit atelier d'Édimbourg, un maître d'armes reproduit fidèlement des épées écossaises de légende, comme celle de Robert de Bruce, sacré roi d'Écosse en 1306, ou celle de Rob Roy MacGregor, le fameux hors-la-loi héros populaire du début du XVIIIe siècle. Depuis plus de 20 ans, Paul MacDonald produit des armes absolument authentiques. Les épées qui sortent de son atelier ne sont pas des jouets ou des objets décoratifs à suspendre au mur. À l'époque, vous ne portiez l'épée que si votre profession l'exigeait. Au XIVe siècle, les civils n'en portaient pas dans la rue. Elle n'était destinée qu'aux soldats et aux gendarmes durant les batailles. Voici une épée de grande taille. Elle est faite pour être tenue à une main, mais la poignée est assez grande pour être saisie à deux mains, porter des coups plus puissants et mieux se défendre. Cela dit, cette épée se tient plutôt à une main. Sa lame assez longue et son poing en font une arme de choix pour un cavalier. C'est un bon exemple d'épée de cavalerie médiévale. Elle permettait d'infliger de grosses blessures à cheval. Quand une lame pareille s'abat sur un assaillant, elle fait plus qu'une égratignure. On peut couper net une main, un bras, une jambe, une tête, d'un seul coup d'épée. J'ai toujours été créatif. J'ai toujours aimé fabriquer des choses depuis tout petit. Mais ce n'est qu'en arrivant à Édimbourg que j'ai ouvert mon atelier. Pour se défendre face à un coup d'épée, il faut maîtriser l'art de l'esquive, être rapide. On peut parer vigoureusement des attaques violentes. Sur les collines qui dominent Édimbourg, Paul MacDonald perpétue l'art de l'escrime. Durant des siècles, la capitale écossaise a vu bien des combattants croiser le fer. Et dans sa saga, J.K. Rowling fait d'une épée l'arme de choix pour détruire certains objets maléfiques. Si Londres et le Pays de Galles ont offert de nombreux décors au film d'Harry Potter, c'est dans le brouillard et l'humidité des terres du Nord que se déroule l'essentiel de l'histoire. C'est à ces lumières dramatiques, ces massifs tourmentés, ces vallées encaissées et ces crêtes perdues dans les brumes que pensait J.K. Rowling en mettant en scène la confrontation mortelle entre Harry Potter et Voldemort. À l'ouest de l'Écosse, la région de Glenfinnan a fourni un grand nombre de décors. C'est ici que passe le fameux Poudlard Express, le train à vapeur qui emmène Harry Potter à son école de sorcellerie.
Chaque matin, à partir du mois de mai, le train d'Harry Potter reprend du service pour des voyages quotidiens entre Fort Williams et la petite ville de Malais. On sera au viaduc de Glenfinnan vers quelle heure? Normalement, on devrait y être vers 11h moins le quart. Super. Le Poudlard Express est en réalité le Jacobite Steam Train, un train à vapeur mis en service il y a plus de 30 ans et qui parcourt la légendaire Route des Îles. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Florence, votre guide aujourd'hui. La West Coast Railway Company vous souhaite la bienvenue dans le train à vapeur de 10h15 à destination de Malais. Une dizaine d'années après la sortie des films, le succès que ce petit train a acquis au cinéma ne se dément pas. Petits et grands sorciers réalisent souvent ici un rêve. La vraie star de ce voyage, c'est le fameux viaduc de Glenfinnan, un ouvrage de 21 arches et d'une trentaine de mètres de hauteur, qui doit désormais sa gloire aux aventures d'Harry Potter. Glenfinnan ne se résume pas à une œuvre architecturale. C'est aussi un loch, des montagnes et la région de Ian McFarlane, un forestier et un musicien. Personne ne vit de ce côté du loch sur environ 24 km. Il n'y a aucune route. C'est un coin complètement sauvage. Quand j'étais petit, il y avait des milliers de moutons partout, tout autour. Au moins 3000 têtes ici, 2005 là. C'est un honneur de grandir, de vivre et de travailler dans un endroit pareil. Ça se mérite. On sent à quel point on a de la chance de vivre ici. Comme il pleut beaucoup, on dit souvent que dans le coin, on a 6 mois de pluie en un jour. Et c'est pour ça qu'on reste. En amont du désormais célèbre viaduc, Alistair Gibson est le régisseur du vaste domaine de Glenfinnan, un ensemble de forêts et de collines qui s'étend sur plus de 4000 hectares. À partir du mois d'octobre, Alistair monte presque tous les jours sur les crêtes environnantes à la rencontre du monarque de la vallée, le cerf rouge des Highlands. Ma mission de rabatteur consiste à contrôler la population. Nous avons perdu les prédateurs naturels, les ours, les loups, les lynx. Alors nous abattons environ une centaine de cerfs par an sur le domaine de Glenfinnan, dont 25 mâles, 60 femelles et quelques jeunes également, des petits nés trop tard et qui ne survivront pas l'hiver. Les prairies d'herbe et de bruyère que vous voyez s'appauvriraient avec le surpâturage. Et sans contrôle, nous aurions une population d'animaux en dents de scie. Les cerfs se reproduiraient trop
La nourriture se ferait rare, puis leur nombre s'effondrerait. Sauvage et prudent, le cerf rouge d'Écosse vit en harde et se positionne sur les hauteurs pour une meilleure vision et la protection de ses femelles. Le mâle est très assidu et actif durant 3 semaines. Il montre sa puissance et se cherche un harem, un groupe de biches. Il veille sur 15 à 20 femelles et s'accouple avec elles dès qu'il peut. La technique consiste à remonter le vent pour ne pas qu'ils vous sentent. Ils sont très sensibles. Vous devez être discret et silencieux. Ils ont l'ouïe tellement fine qu'ils vous entendraient charger votre fusil. Alors on le charge à 200 ou 300 mètres de distance, puis on rampe sur les 100 derniers mètres, l'arme dans l'herbe, contre le vent. Ils ont aussi une vue perçante. Si je devais désigner l'emblème des Highlands, je dirais le cerf rouge et peut-être l'aigle. Nous sommes très fiers de nos cerfs. Ils ne sont pas aussi gros que ceux qu'on trouve en forêt, car ils se sont adaptés à la vie sur ces collines. Ils sont plus petits, mais ils sont tout aussi futés. Dans beaucoup de récits, le cerf est un sauveur. Dans Harry Potter, il symbolise d'ailleurs l'esprit protecteur de son père qui lui apparaît sous une forme éthérée et lumineuse. En aval du viaduc, Ian McFarlane aime à naviguer sur le Loch Shiel, un lac d'eau douce long de 25 km entouré de montagnes, de tourbières et d'anciens pâturages. Si on devait remonter le temps, on ne verrait probablement pas ces collines désertes. La terre était travaillée par les habitants qui vivaient le long du loch. Ils étaient des centaines à tirer leur subsistance de ce terrain difficile. C'étaient des agriculteurs. Ils avaient des vaches, des moutons, quelques chèvres. Le loch devait être très animé car tout le monde circulait en bateau. Pendant de nombreux siècles, le Loch Shiel a conservé une importance stratégique comme voie de circulation à travers les montagnes. Il s'ouvrait autrefois sur la mer. Ce loch figure le grand lac présent dans tous les films de la série Harry Potter. C'est ici qu'a été tournée en partie la seconde tâche du tournoi des 3 sorciers. C'est encore lui que survole Harry Potter sur son hippogriffe. À mi-chemin, sur la plus grande île du Loch, se trouvent les ruines d'une très vieille chapelle qui aurait été la demeure d'un saint. Elle veille depuis des siècles sur les tombes des grands noms des clans écossais. Ce n'est pas juste un monument, c'est encore aujourd'hui un cimetière où les familles de la région viennent enterrer leurs morts, surtout du comté d'Argyll et de Strontian. Les tombes récentes côtoient les anciennes sépultures.
Je crois que des milliers et des milliers de gens ont été enterrés ici au fil des siècles, sur plusieurs strates. Traditionnellement, le loch symbolise la frontière sud-ouest du district de Moydart. L'île où nous nous trouvons est du côté de Moydart, qui est catholique. Et donc, les tombes catholiques sont au nord-ouest. Au sud-ouest, il y a surtout celles des membres de l'Église épiscopale et de l'Église d'Écosse. Tous reposent en paix côte à côte. C'est bien, je trouve. Au bord du lac se dresse un manoir vieux de 300 ans. C'est celui où Ian McFarlane a toujours vécu. Mes parents tenaient un hôtel. Mon père jouait de la cornemuse et du violon, et beaucoup de ses amis venaient jouer avec lui. J'ai des souvenirs d'enfance avec ces gens merveilleux, ces anciens qui s'amusaient, qui partageaient des mélodies, des histoires et des chansons. Tout petit déjà, je rêvais d'être assis parmi eux et de participer à cette ambiance. Le manoir de Glenfinnan est célèbre dans l'histoire de l'Écosse. C'est ici, sur les rives du Loch Shiel, que débarqua en 1745 le prince régent Charles-Édouard Stuart, ralliant à sa cause des centaines de Highlanders. Le lac fut le point de départ de la dernière rébellion écossaise. Dans la série des Harry Potter, ce lac est aussi celui qui sert de décor à Poudlard, la fameuse école de sorcellerie. Édimbourg abrite l'école la plus réputée du nord du Royaume-Uni, le Fettes College. Créé en 1870, le Fettes College était à l'origine un pensionnat ouvert aux orphelins et aux enfants pauvres de la ville. Aujourd'hui, ce château à l'allure gothique, inspiré des châteaux de la Loire, accueille des jeunes du monde entier. 800 élèves fréquentent ces lieux, de la primaire à la fin du secondaire. C'est ici qu'a étudié Tony Blair, l'ex-premier ministre. Le fabuleux château de Poudlard n'existe pas, si ce n'est dans l'imagination de l'auteur d'Harry Potter. Mais J.K. Rowling s'est en partie inspiré de ce fameux établissement et de son pensionnat pour planter le décor de son école de sorcellerie. Bon, vous vous mettez par groupe de 4 filles et garçons, un groupe de 3, et vous vous attelez à une de ces tâches. D'abord les textes, et puis dans 7 minutes 30 exactement, je vous laisserai aller sur Internet. Marcus, 12 ans, a intégré Fettes cette année. Pour ce jeune garçon, l'école est une plongée dans un autre monde.
Au début, j'ai été assez surpris. Je ne m'attendais pas à un endroit aussi grand, aussi incroyable. Il y a tellement de petits détails. Le bâtiment a l'air très ancien. Je n'avais pas l'habitude. J'ai trouvé ça fou au début. On croirait être dans un château tellement c'est grand et impressionnant. Okay, Marcel, you can start doing a few notes. Telephone, Theo, Hamish, Tom, Marcus, Ross, David, Thomas, Rio, Finn. Comme à l'école de sorcellerie où les élèves intègrent des maisons différentes, Fettes en possède 9, répartis autour du bâtiment principal. Marcus a rejoint celle de Carrington. Quand on retourne au dortoir, c'est un peu comme si on rentrait chez nous. On n'a plus l'impression d'être à l'école. C'est plutôt comme si on avait invité des amis à la maison et qu'on passait l'après-midi avec eux. L'atmosphère est accueillante, détendue. Tout le monde discute. Vraiment, on se sent comme à la maison. Les cours commencent à 10h pile. Bonne journée. Grec ancien, grec classique, latin, mandarin, physique, biologie, arts visuels et sport. Le Fettes Collège vise l'excellence. C'est génial d'étudier au Fettes, même s'il y a plein d'autres endroits super. Mais j'avoue que j'en suis fière. Il y a bien longtemps, avant vous, avant moi, avant vos arrière- et arrière-grands-parents, il n'y avait personne. Juste des animaux et des arbres. Et par un jour d'hiver, un petit rouge-gorge se retrouva jeté au sol par un vent mauvais. Il en eut l'aile brisée et ne pouvait plus voler. Alors il s'approcha d'un bosquet pour y chercher abri et nourriture, en attendant que le printemps revienne. Ô chêne, pépia-t-il, peux-tu m'abriter et me fournir à manger le temps que je guérisse, après quoi je m'en irai. Mais le chêne, en ces mois d'hiver, sommeillait et ne put lui répondre. La forêt est un thème récurrent des récits fantastiques. C'est généralement l'habitat de toutes sortes de créatures étranges et sauvages, plus dangereuses les unes que les autres. Au plus sombre de la nuit, les bois ne sont pas un endroit rassurant. Dans les Highlands, à l'automne, il est un endroit qui se transforme à la nuit tombée. La forêt enchantée de Fascali propose un voyage lumineux pour une promenade nocturne à nul autre pareil. Tapissée de lumière, de formes et de couleurs variées, elle joue avec son décor naturel dans une mise en scène lumineuse imaginée par une jeune artiste anglaise, Kate Bonney. L'idée de départ était d'attirer le public dans les bois, la nuit, dans l'obscurité, et de l'encourager à lever la tête vers la cime des arbres. En principe, quand on marche dans une forêt, on regarde ses pieds pour ne pas trébucher, alors que dans cette région d'Écosse, on a certains des arbres les plus hauts d'Europe. Créé il y a une quinzaine d'années, ce spectacle son et lumière installé sur 66 hectares a acquis une grande réputation. Tous les bénéfices générés sont entièrement reversés à des centres de charité.
Nous avons voulu créer un parcours qui permette de savourer la beauté naturelle des lieux, de ressentir ce qu'ils ont peut-être de mystérieux, avec des endroits où on se sent un peu nerveux ou effrayé, de ne pas savoir ce qui se cache dans les bois. À l'automne, pendant un mois, la forêt enchantée de Faskali accueille plus de 55 000 spectateurs de tous âges venus de tout le pays. Dans Harry Potter, aller dans la forêt la nuit est une punition. Ceux qui s'y sont aventurés jurent qu'on ne les y reprendra plus. Et le rouge-gorge put prendre son envol. Le créateur, qui avait vu tout cela et entendu les animaux parler de la bonté du pin, s'approcha des arbres. « Toi le chêne, toi le bouleau, vous avez ignoré les suppliques d'un animal innocent et sans défense, alors que le houx et le pin l'ont écouté. Pour les récompenser, ils garderont leur feuillage vert tout l'hiver, tandis que vous perdrez le vôtre. Ainsi naquit l'automne, où le chêne et le bouleau se dénudent, tandis que le pin et le houx restent verts et frais pour ceux qui ont besoin de réconfort, d'un abri et de nourriture. Voilà pourquoi nous avons l'automne. Dans la série de films du jeune sorcier, il est un décor récurrent et aisément identifiable, le Loch Hilt, avec son petit îlot boisé posé à la pointe du lac. C'est ici qu'est représentée la tombe d'Albus Dumbledore. Sur la côte est, face à la petite cité balnéaire de North Berwick, se trouve une île inhabitée, Bass Rock. Durant des siècles, cette île écossaise a souffert d'une sinistre réputation. Comme Azkaban, la prison des sorciers que J.K. Rowling situe elle aussi en mer du Nord, Bass Rock fut une prison redoutable. Au XVe siècle, le roi Jacques Ier d'Écosse y relégua ses opposants politiques jusqu'à leur mort. De nos jours, l'île de Bass Rock héberge la plus grande colonie de fous de bassin au monde, auquel elle a donné son nom. Sa surface est blanchie par les déjections des quelques 200 000 individus qui y vivent. Depuis plus de 40 ans, une femme, Maggie, vient régulièrement les observer. L'année dernière, Bass Rock est devenue la plus grosse colonie de fous de bassin de l'hémisphère nord. C'est fabuleux. Il y a plus de 75 000 couples qui nichent ici. C'est un lieu très important pour la recherche. Ce qui est merveilleux, c'est que nous ne les effrayons pas. Les fous reviennent à Bass Rock dès le mois de mars, voire en janvier. Ils sont très territoriaux. Et même si la couvaison est terminée et que la plupart des petits sont partis, les adultes restent, parce que rien n'est plus important que leur territoire.
Quand un jeune commence à crier « Yip yip », c'est sa façon de dire « Je suis là, donne-moi à manger ». Mais les adultes prennent le temps de se retrouver. En général, le parent qui quitte le nid pointe son bec vers le ciel, comme pour dire à son partenaire « J'y vais, je te laisse la maison ». Le petit est nourri à la béquée. Il tend la tête vers le bec de son parent qui régurgite le poisson. À l'origine, l'île était une prison, une forteresse, un lieu de retraite religieuse. C'était un endroit terrible. Beaucoup de prisonniers sont morts dans ces cellules. Les conditions étaient très rudes. Il faisait froid, la nourriture était rare. Chacun comptait sur sa famille pour lui apporter des vivres. Les cellules étaient petites, enfumées par l'âtre, sans fenêtres. C'était abominable. Les geôliers amenaient d'autres prisonniers du château de Tantalone et les attachaient devant les détenus de l'île en leur disant « Regardez ce que sont devenus vos amis. Renoncez à votre cause et à votre foi. » L'Alcatraz des sorciers d'Harry Potter est peut-être inspiré de ce lieu sans aucune échappatoire, si ce n'était la mort ou la folie. La forteresse-prison fut détruite en partie au XIXe siècle. Et il reste aujourd'hui ce site unique au monde, devenu un sanctuaire pour des milliers d'oiseaux. Chaque année, depuis 30 ans, se perpétue sur Calton Hill, une colline qui surplombe Édimbourg, une tradition qui remonte à des temps très anciens. Intense et colorée, le Beltane Fire Festival est une fête païenne qui célèbre l'arrivée de l'été à grand renfort de feu, de tambours et de costumes. À l'origine, Beltane est l'une des grandes fêtes que célébraient les peuples celtes durant l'âge du fer. Dans la région, il y avait beaucoup de forts de cette période. Les Celtes vivaient sur la colline derrière moi, derrière les falaises de Salisbury et sur la colline d'Arthur's Seat. En 1988, un groupe spécialisé dans les spectacles sur des sites historiques a décidé de faire revivre ce festival ancestral. La Reine de Mai est la star de la fête. Elle entraîne derrière elle une longue procession qui célèbre la lumière et le pouvoir grandissant du soleil. C'est le retour des beaux jours et de la fertilité des hommes et de la terre. L'homme vert, ambassadeur de l'hiver, se résout à son sort, mourir pour mieux renaître. Le groupe des Rouges représente le feu, le pur instinct et la force de vie que rien n'arrête.
Dans les communautés anciennes, le feu était un élément essentiel de la vie. Dans Harry Potter, il concourt au sortilège de mort, contre lequel il n'existe aucune parade, et tue instantanément dans un puissant éclair de lumière verte. Avec 300 volontaires et plus de 10 000 spectateurs, le Beltane Fire Festival est unique au monde. Édimbourg et l'Écosse, riches de légendes, de mystères et de mythologie fantastique, ne pouvaient qu'inspirer l'auteur de la célèbre série Harry Potter.